m'avez dit que vous étiez arpenteur, c'est ça? En quelque sorte. Je viens faire des relevés pour la construction d'un nouveau réservoir à l'ouest d'Arkham. Un nouveau réservoir? Vous voulez dire que vous allez noyer les vallées? C'est ce qui va arriver. Tant mieux. Surtout si vous recouvrez la lande foudroyée. Je ne sais pas si ce terrain est inclus. Il vaudrait mieux qu'il le soit, car le lieu est maudit. Encore une de vos légendes d'Arkham. Ce n'est pas une légende, jeune homme. C'est une histoire vraie, que peu de monde ose encore raconter. Si vous ne me croyez pas, demandez au vieil Amy Pierce. Il a bien connu les jours étranges. Tout pour cause, ça s'est passé pas loin de sa ferme. Bien sûr, Amy n'a plus toute sa tête depuis bien des années, mais c'est le seul qui soit resté là. Le seul qui ose parler des jours étranges. Les jours étranges. La lande foudroyée. C'est un peu mélodramatique, non? Les gens de Boston, vous croyez tout savoir, alors que vous ne savez rien. Quand vous verrez la lande foudroyée, vous comprendrez pourquoi les voyageurs s'en écartent et préfèrent faire un détour. Pourquoi la route qui passe devant a été abandonnée depuis 30 ans. Moi je vous dis, pensez bien à la recouvrir d'eau et qu'on n'en parle plus. Vous allez presque réussir à m'inquiéter. Ne riez pas, jeune homme. Et demandez-vous pourquoi les anciens occupants de la région s'en sont allés. Et pourquoi les étrangers n'aiment pas vivre en ce lieu. Il n'y a plus personne? Non. Des Canadiens français, des Italiens, des Polonais ont essayé de s'y installer, mais ils vont pas tarder à partir. Qu'est-ce qui les a chassés? Rien qu'ils aient pu voir, entendre ou toucher. C'est ce qu'ils ont pu imaginer. Le pays est funeste à l'imagination. Et il n'apporte jamais de rêves reposants. Je suis alors parti d'Arkham pour me diriger vers ces collines pleines de légendes, séparées par des vallées plantées de bois profonds dans lesquelles on se promène rarement. J'ai découvert des gorges, étroites et sombres, où les arbres s'inclinaient étrangement, où filtraient de minces ruisselets qui ne connaissaient pas la lumière du soleil. J'ai trouvé les traces d'une ancienne route parmi les herbes folles. Un trop grand silence régnait. Dans les espaces découverts, le long de cette ancienne route, se dressaient de petites fermes en ruine à flanc de collines. Le décor baignait dans une brume d'inquiétude accablante. On y discernait une note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur avait été faussé. Ce coin de Nouvelle-Angleterre ressemblait trop à une gravure sur bois illustrant un conte fantastique. Cependant, la lande foudroyée l'emportait en horreur sur tout le reste. Je l'ai reconnue au premier coup d'œil, au fond d'une large vallée, car nul autre nom n'aurait mieux convenu à cette localité, et nulle autre localité n'aurait mieux porté ce nom. Tout en la contemplant, je me suis dit qu'elle avait dû être ravagée par un incendie. J'éprouvais une étrange répugnance à m'en approcher. Je n'y discernais pas la moindre trace de végétation. Partout régnait une fine poussière grisâtre que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres rabougris du voisinage dépérissaient. Plusieurs troncs morts, debout ou couchés, bordaient son périmètre. J'aperçus à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une cheminée et d'une cave, ainsi que la noire ouverture béante d'un puits abandonné, dont les vapeurs stagnantes prenaient d'étranges teintes au soleil. Je ne m'étonnais plus des propos apeurés que murmuraient les habitants d'Arkham. En revenant sur mes pas pour reprendre la route principale qui mène à Arkham, je découvris enfin ce que je cherchais. La vieille demeure d'Amy Pierce, celui qui devait en savoir davantage sur cette région. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'aide. Je suis perdu. Devant moi, un vieil homme tenant les yeux constamment baissés. Vous êtes Amy Pierce? Ses vêtements en désordre et sa barbe blanche lui donnaient un aspect lugubre. Pourquoi? On m'a dit que vous pourriez m'aider. J'arpente la région pour faire des relevés topographiques. Vous savez qu'on va construire un nouveau réservoir par ici. C'est ce qu'on m'a dit. Ne vous en faites pas. Votre maison sera épargnée. Seul le fond des vallées sera touché. Je sais tout ça, monsieur. Vous voulez quoi, au juste?
J'ai besoin de donner un nom à divers éléments. Pourquoi faire, puisque vous allez les recouvrir d'eau? Disons que ce sera plus facile pour mon rapport. Mais non, monsieur. Vaut mieux les oublier. Vaut mieux que tout ça soit sous l'eau. Après ce qui s'est passé pendant les jours étranges. Les jours étranges? Vous n'êtes pas le premier à en parler? Ah, ça... Je suis sans doute celui qui en sait le plus là-dessus. D'après Amy Pierce, tout avait commencé avec le météorite. Jusqu'alors, monsieur, ces bois n'étaient pas hantés. Et leur extraordinaire pénombre n'inspirait nul effroi avant la venue des jours étranges. Que s'est-il passé? Il y a eu ce nuage blanc en plein midi. Cette série d'explosions dans l'air. Cette colonne de fumée issue de la vallée au cœur des bois. Au coucher du soleil, toute la ville d'Arkham savait qu'un gros rocher était tombé du ciel pour s'enfoncer à côté du puits dans la cour de la ferme de Nahum Gardner. C'est la maison en ruine qui se trouve sur l'emplacement de la lande foudroyée? Eh oui, monsieur. À cette époque, c'était une coquette demeure, aux murs blanchis à la chaux, entourés de vergers et de jardins fertiles. Nahum s'est rendu à Arkham pour annoncer la nouvelle. Il m'en avait fait part en passant devant chez moi. J'avais 40 ans à cette époque. Avec ma femme, j'ai suivi le professeur de l'université de Miskatonic, qui le lendemain matin s'est empressé d'aller examiner l'étrange chose venue des espaces interplanétaires. Nahum Gardner nous attendait. Je ne comprends pas, vous avez dit que la pierre était grosse. C'est qu'elle a rapetissé depuis hier. Regardez le monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée. Et l'herbe calcinée près du puits. La trace est plus grande que la pierre. Mais les pierres ne rapetissent pas. C'est étrange. Elle est encore chaude. Elle a émis une faible clarté au cours de la nuit. Étonnant. Elle est molle. Presque plastique. Impossible à ébrécher. Je vais devoir la creuser pour en retirer un fragment. Vous n'auriez pas un seau ou quelque chose comme ça? Bien sûr. Alors le professeur a emporté le fragment à l'université afin de le soumettre à divers tests. Il l'a placé dans un seau emprunté à la cuisine de Nahum. Car même ce petit fragment, il refusait de se refroidir. Et le lendemain, le professeur est revenu. Il était très agité en passant devant chez moi. Alors, cette pierre, elle a donné quelque chose? C'est le cas, en effet. J'ai fait de nombreux tests. Elle a résisté à toutes les épreuves. Aucune température, y compris celle du chalumeau oxydrique, n'a pu la volatiliser. Martelée sur une enclume, elle s'est révélée fort malléable, et elle répandait une lueur très nette dans les ténèbres. Elle a refroidi. Elle est restée chaude longtemps, avant de refroidir lentement. Vous voyez, monsieur, je me souviens plus trop de tous les noms que ce professeur a employés. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est que le professeur a dit qu'il n'avait plus de pierre. Comment ça? Le fragment avait disparu, comme volatilisé. Et il n'y avait plus qu'une trace calcinée, là où elle avait été posée pour la nuit. Il n'avait pas d'explication? Aucune. Et c'est pourquoi je l'ai accompagné à nouveau chez Nahum. Vous voulez du thé, monsieur? Oh, vous dérangez pas? Oh, j'en ai en faire pour moi, de toute façon. J'imagine que la météorite avait encore rétréci? Oh, exact, monsieur. Tout autour de la masse brune, près du puits, il y avait un espace vide. Sauf à l'endroit où le sol s'était creusé. Alors qu'elle mesurait 2,50 m de large la veille, elle atteignait à peine 2 mètres maintenant. Elle était encore brûlante.
Et le professeur a étudié sa surface avec curiosité, tout en détachant un gros morceau, avec un ciseau à froid. Voilà votre thé, monsieur. Merci. J'en étais où? Le professeur. Ah, c'est ça, monsieur. Le professeur a dit que la couleur était impossible à décrire. C'était comme une couleur venue d'ailleurs. Ensuite, le professeur est rentré à Arkham avec le second morceau de la pierre, qui, au laboratoire, s'est montré aussi déconcertant que le précédent. Et cette nuit-là, un violent orage a éclaté. Le lendemain, lorsque le professeur s'est rendu chez Nahum, il a éprouvé une amère déception. Qu'avez-vous fait de la pierre? Ah, rien du tout. Mais elle doit avoir quelque chose de particulier avec l'électricité. Comment cela? Elle a attiré la foudre. 6 fois en 1 heure, j'ai vu les éclairs frapper la cour de devant. Quand l'orage a pris fin, il n'y avait plus rien auprès du vieux puits, que le trou à demi comblé par les éboulis. J'ai creusé l'emplacement, j'ai rien trouvé. Le professeur, lui aussi, a constaté la disparition totale du météorite. Et il est retourné dans son laboratoire pour poursuivre ses expériences sur le second morceau. Je crois qu'il l'avait soigneusement enfermé dans un coffret de plomb. Si bien qu'il a duré 1 semaine avant de disparaître, sans laisser la moindre trace. Je suppose qu'il n'a rien trouvé de plus. Ah, vous commencez à comprendre les choses, monsieur. Naturellement, les journaux d'Arkham ont monté en épingle cet incident. Ils ont envoyé des reporters. Nahum est devenu une célébrité locale. Il était comment? Nahum? À ce moment, c'était un homme maigre et jovial, âgé de 50 ans, qui vivait avec sa femme et ses 3 fils, du produit de ses terres. On se voyait fréquemment. Nos femmes échangeaient des visites. Et jusqu'à ce moment, je n'avais rien eu à lui reprocher. Ni après, d'ailleurs. Amy, Quoi? vous parliez de Nahum. Nahum. Oui. Oui, bien sûr. Juillet et août ont été très chauds. Nahum travaillait dur à faire les foins dans son pré de 4 hectares, au-delà de Chapman's Brook. Et cette tâche le fatiguait beaucoup plus que pendant les années précédentes. Il s'est dit qu'il commençait à sentir les effets de l'âge. Et puis est venue l'époque des fruits et de la moisson. Hé, Nahum! Qu'est-ce que tu fais avec tant de tonneaux? C'est pour mes fruits, les pommes et les poires. Jamais mes vergers n'ont été si prospères. Les fruits sont gros, pleins d'éclat et abondants. Mais il a connu une grande déception lorsqu'ils ont atteint la maturité. Car pas un seul n'était mangeable. Tous avaient une sorte de répugnante amertume. Vous les avez goûtés? Ah, bien sûr. Mais la moindre bouchée engendrait le dégoût. Il en allait de même des melons et des tomates. Et Nahum, le cœur plein de tristesse, a compris que toute sa récolte était perdue. Tu vois, Amy, toutes mes récoltes sont fichues. J'y vois qu'une seule cause. Le météorite a empoisonné le sol. Il est resté que 2 jours. C'est suffisant. Heureusement que la majeure partie des autres récoltes se trouve dans les hautes terres, le long de la route. Vous pensiez également que la météorite était responsable? Non, monsieur. Mais il fallait bien qu'il trouve une raison. Et l'hiver a été précoce et très froid cette année-là. J'ai vu Nahum moins souvent, tout en constatant qu'il avait l'air soucieux. Sa femme et ses enfants
eux aussi paraissaient d'humeur taciturne. La famille Gardner n'assistait plus régulièrement aux offices, ni aux diverses réjouissances du village. Pour quelle raison? Mais j'en avais aucune idée. Plusieurs fois, lui, sa femme ou ses enfants ont avoué qu'ils ne se sentaient pas en très bonne santé et qu'ils éprouvaient un malaise indéfinissable. Tu sais, Amy, j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres autour de la ferme. Qu'est-ce que t'entends par des choses bizarres? J'ai vu des empreintes dans la neige. Des empreintes d'écureuils, de lapins blancs ou de renards, qui avaient quelque chose d'anormal dans leur dimension et leur disposition. Oh, tout d'abord, je n'ai pas fait attention à ses propos. Puis un soir que je passais en traîneau devant la maison de Nahum, en revenant de Clark's Corner, j'ai vu un lapin traverser la route au clair de lune. Les bonds de l'animal étaient si longs que même mon cheval s'est énervé. En fait, il se serait emballé si je ne l'avais pas retenu d'une main ferme. Alors par la suite, j'ai écouté les histoires de Nahum avec plus d'intérêt. Je me demandais pourquoi les chiens du fermier semblaient si déprimés tous les matins. Ils avaient presque perdu le courage d'aboyer. Une sorte d'apathie? Un peu comme Nahum et sa famille? En quelque sorte. Mais c'était maintenant un fait bien établi que les chevaux prenaient peur aux abords de la ferme de Nahum. Et qu'il y avait des choses bizarres. Les gens ont affirmé que la neige fondait autour de la ferme plus vite que partout ailleurs. Début mars, non loin de chez les Gardner, on a remarqué les choux qui émergeaient de la boue. Ils étaient énormes. Et il était impossible d'en définir la couleur. Au cours de l'après-midi, plusieurs personnes sont allées voir cette végétation anormale. Alors on a reparlé des fruits gâtés de l'automne précédent. Et le bruit s'est répandu que les champs de Nahum étaient empoisonnés. Bien entendu, le météorite en était cause. Se rappelant que le professeur de l'université avait trouvé la pierre fort étrange, quelques fermiers sont allés lui exposer la situation. Il est revenu voir? Eh oui, monsieur. Mais il s'est montré très modéré dans ses conclusions. Il est vrai que les plantes incriminées sont fort bizarres. Peut-être un élément minéral du météorite a-t-il pénétré dans le sol. Les pluies ne tarderont pas à l'entraîner. Et les empreintes de pas? Et les chevaux effrayés? De la superstition que les paysans de la région ont colportée. Il ne croyait en rien? Non, monsieur. En conséquence, pendant toute la durée des jours étranges, ce professeur dédaigneux s'est tenu à l'écart de nous autres, les ignorants. Et pourtant, les étrangetés ont continué. Les arbres ont bourgeonné prématurément autour de la ferme des Gardner. La nuit, ils oscillaient d'une façon inquiétante au souffle du vent. Tadeusz, le second fils de Nahum, âgé de 15 ans, a juré plusieurs fois qu'ils oscillaient également quand aucune brise ne soufflait. Mais on refusait de le croire. Et bientôt on a commencé à murmurer que les Gardner étaient un peu détraqués. En avril, on a commencé à ne plus emprunter la route qui passait devant la ferme, et qui devait être complètement abandonnée par la suite. Et moi, j'y allais encore. C'était la végétation qui épouvantait. Tous les arbres du verger s'étaient couverts de fleurs aux teintes bizarres, comme les variantes d'une couleur morbide. Du rouge? Du gris? Du vert? Hélas, monsieur, aucune idée.
Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire vers quoi elle s'apparentait parmi les couleurs connues. Elle nous était pourtant familière, Naoum et à moi, car elle nous rappelait le météorite. Naoum a labouré et ensemencé le pré de 4 hectares, ainsi que les champs à flanc de colline. Mais il n'a plus touché au terrain autour de la maison. Et il savait que ce serait inutile. Lorsque ses voisins ont commencé à éviter sa maison, il en a été naturellement très affecté. Mais sa femme l'a bien été davantage. Ses fils les témoins, car ils allaient tous les jours à l'école. Cependant, les commérages leur inspiraient une certaine frayeur. Tadeusz, une nature particulièrement sensible, en souffrait plus que ses frères. Il n'y avait plus que vous comme témoin. C'est ça, monsieur. Il n'y avait plus que moi. Et en mai, sont arrivés les insectes. La ferme de Naoum est devenue un cauchemar. Plein de créatures rampantes et bourdonnantes. La plupart d'entre elles avaient un aspect et des mouvements légèrement anormaux. Leurs mœurs nocturnes contredisaient tout ce que l'on savait à leur sujet. Les Gardner ont pris l'habitude de veiller, guettant je ne sais quoi pendant des nuits entières. Et à cette époque, ils ont tous reconnu que Tadeusz avait dit vrai au sujet des arbres. Madame Gardner a été la première après son fils à observer le phénomène par sa fenêtre, tandis qu'elle contemplait les rameaux d'un érable qui se détachaient sur le ciel. Ils bougeaient, à n'en pas douter, alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Donc, tout ce qui poussait ou vivait près de la ferme présentait un élément bizarre. C'est bien ça, monsieur. À cette époque, j'ignorais encore ce qui se passait vraiment avec la végétation. Et c'était loin d'être fini. Jusqu'alors, les prés semblaient intacts. Les vaches paissaient librement à proximité de la maison. Vers la fin du mois de mai, le lait a commencé à se gâter. Alors Naoum a envoyé ses vaches sur les hautes terres. Mais tout est rentré dans l'ordre. Et peu après, un changement très net s'est manifesté dans l'herbe et dans les feuilles. La verdure devenait grise et singulièrement cassante autour de la ferme. Et quand l'école a fermé ses portes, les Gardner se sont trouvés pratiquement retranchés du monde. Ils ont dû parfois me confier le soin de faire leurs courses à la ville. Vous étiez inquiet? Ah, ça pour sûr. La famille entière semblait victime d'une étrange dégénérescence physique et mentale. Aussi personne n'a été surpris d'apprendre que Madame Gardner était devenue folle. Folle? Vraiment folle? Oui, monsieur. Ça s'est produit en juin, environ 1 an après la chute du météore. Comment va ta femme, Naoum? C'est pas mieux qu'avant. Elle se met à crier qu'elle voit dans l'air des choses impossibles à décrire. Dans son délire, elle n'emploie que des mots inquiétants. Pour elle, des choses bougent, volent, se transforment. Quelque chose lui est enlevé, on lui arrachait quelque chose. Quelque chose s'attache à elle, rien n'est immobile dans la nuit. Les murs et les fenêtres se déplacent. Elle a vu le médecin? Non, Tu penses pas qu'il faudrait l'emmener à l'asile? non. Je vais la laisser comme ça dans la maison. Tant qu'elle est inoffensive pour elle-même et pour les autres. Mais la situation empirait, puis lorsque les enfants ont pris peur, lorsque Tadeusz a failli s'évanouir à la vue des grimaces menaçantes de sa mère, Naoum a décidé de l'enfermer dans la mansarde à l'étage. En juillet, elle a cessé de parler,
et elle se traînait à quatre pattes. Tu sais quoi, Amy? Je crois qu'elle luit légèrement dans le noir. Tout comme la végétation environnante. Naoum aussi devenu fou? Non, il donnait juste l'impression d'être troublé. Amy, je dois t'emprunter ton cheval pour les foins. T'as pas assez des tiens? Ils se sont enfuis il y a plusieurs jours. On te les a volés? Non. Enfuis, je te dis. Au milieu de la nuit, ils se sont réveillés. Et ils se sont mis à hennir et à ruer. Il n'y avait rien pour les calmer. Quand j'ai ouvert la porte, ils sont sauvés. On les a retrouvés? Oui, au bout d'une semaine. Mais on s'est aperçu qu'ils étaient devenus indomptables. On a dû les abattre. Alors je lui ai passé mon cheval. Et tout ce que je sais, c'est qu'il refusait d'approcher de la grange. Il faisait des écarts, il hennissait, il restait sur place. Ils ont dû le laisser dans la cour et le charger à la fourche. Pendant tout ce temps, la végétation devenait de plus en plus grise et cassante. Même les fleurs au teint si bizarre tournaient au gris, ainsi que les fruits ratatinés et insipides, tous gris et affreusement déformés. Et c'est aussi à ce moment que les insectes monstrueux sont morts, y compris les abeilles qui avaient quitté leur ruche pour gagner les bois. Les autorités n'ont pas été prévenues? Naoum n'en parlait à personne, il ne voulait pas que je le fasse. Il attendait que ça se passe. Mais rien n'est passé. Non, monsieur, rien n'est passé. Au contraire. Je dois avoir quelques biscuits au gingembre si vous avez faim. Pas vraiment. Ils sont encore bons. J'ai une boîte en fer pour les garder. Ça ira, merci. Je les sors quand même. Et en septembre, la végétation s'est émiettée rapidement en poudre grisâtre. Naoum a craint alors que ces arbres meurent avant que le sol ne soit débarrassé du poison. Y a quelqu'un? Par là. Je suis passé dans le coin. T'es bien le seul. Je voulais donner de l'eau à mon cheval, mais j'ai vu ton fil, l'eau n'est plus bonne. Hein. Elle a un mauvais goût. On a pris l'habitude. Tu devrais quand même en creuser un autre, un peu plus loin, en attendant que le sol soit purifié. Ouais. On va y penser. Bien sûr, Naoum n'a tenu aucun compte de ce conseil. Il était devenu indifférent aux choses étranges et déplaisantes. Lui et ses fils continuaient à boire l'eau souillée, avec la même apathie machinale qu'ils apportaient à manger leurs maigres repas mal préparés, ou à faire leurs travaux ingrats et monotones. Comme s'ils s'étaient résignés? Oui. Comme s'ils avançaient déjà vers une mort certaine et déjà familière. Sa femme était maintenant sujette à des accès de hurlements si horribles que lui et ses fils subissaient une tension nerveuse constante. À présent, ils évitaient tout le monde. Et lorsque l'école a rouvert ses portes, les enfants sont restés à la maison. Thaddeus a été frappé de folie en septembre. Mon Dieu. Comme vous dites, monsieur. Après être allé au puits pour y remplir un seau, il en est revenu les mains vides, criant, gesticulant, secoué parfois par un rire dément, parlant à voix basse des couleurs qui bougeaient dans l'eau. Deux fous, dans la même famille. Mais Naoum s'est montré très courageux. Il a laissé le gamin en liberté pendant une semaine, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et à se blesser en se cognant. Alors il l'a enfermé dans une autre pièce de la mansarde en face de la chambre de sa mère. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leurs portes terrifiaient particulièrement le petit Merwin. Il s'imaginait qu'ils conversaient
dans un langage effroyable qui n'était pas de ce monde. Et presque en même temps, les animaux de la ferme ont péri les uns après les autres. Poules et coqs sont devenus grisâtres et sont morts rapidement. Leur chair desséchée était infecte. Les porcs ont grossi démesurément, puis ont commencé soudain à subir des transformations répugnantes avant de mourir. Ensuite, les vaches ont succombé à ce mal mystérieux, et aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de la ferme. Quant à celui d'Arkham, il était manifestement déconcerté. Naoum avait tout perdu. En effet, monsieur. Quand est arrivée l'époque de la moisson, il ne restait pas un seul animal chez les Gardner. La volaille et le bétail étaient morts. Et les 3 chiens avaient fui pour ne plus jamais reparaître. Naoum, qu'est-ce que tu fais par ici, loin de ta ferme? Terrible nouvelle. Tu me fais peur. Thaddeus. Il est mort. Seigneur. Mort de quoi? Je l'ignore. Je vais pas chercher à savoir. J'ai préféré creuser une fosse pour l'ensevelir au plus vite. Bien sûr, avec ma femme, nous l'avons consolé autant que possible. Mais nous étions inquiets pour eux, et pour nous aussi. Je l'ai raccompagné chez lui avec beaucoup de répugnance. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Génas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Depuis quelques jours, il passait son temps à regarder le vide et à exécuter machinalement les ordres de son père. Parfois, au cri strident de Merwin, répondaient les cris étouffés de la folle enfermée dans la mansarde. À la tombée de la nuit, je me suis arrangé pour prendre congé. En dépit de ma vive amitié pour lui, rien n'aurait pu me faire rester en ce lieu où la végétation commençait à émettre une lueur phosphorescente, où les arbres semblaient osciller en l'absence de la moindre brise. Et 3 jours plus tard, Naoum faisait irruption dans ma cuisine. Cette fois, c'est Merwin. Il a disparu. Tu veux dire qu'il est mort? Je l'ai cherché partout, il n'est plus à la ferme. Il est allé au puits tard dans la nuit portant un seau et une lanterne. Et il n'est pas revenu. Il s'est enfui, peut-être. Peut-être. Depuis quelque temps, il a perdu tout contrôle de ses nerfs et de ses actes. Rien fait crier. J'ai entendu un hurlement frénétique dans la cour. Mais mon gamin avait disparu avant même que j'ouvre la porte. Au lever du soleil, après avoir fouillé vainement les champs des bois, j'ai découvert près du puits des objets fort curieux. Une masse de fer informe, à demi fondue, représentait certainement la lanterne. À côté, une poignée et des cercles de fer tordus, qui devaient être les débris du seau. Je sais pas quoi penser. Faut peut-être prévenir. Inutile. Les fermiers du voisinage ne l'ont pas m'aider. Quant aux gens d'Arkham, ils vont se moquer de moi. T'as des morts. Mais Merwin n'est plus là. Quelque chose rampe autour de la ferme. Quelque chose qu'on ne peut pas voir ni entendre. Bientôt je vais disparaître, moi aussi. Ne dis pas ça. Amy, il faut que tu veilles sur ma femme et sur Zénas. Si jamais ils me survivent. Ça doit être un châtiment du ciel. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Car j'ai toujours suivi les voies du Seigneur. Pendant plus de 2 semaines, je n'ai plus revu Naoum. Inquiet à l'idée de ce qui avait pu se passer, j'ai surmonté ma répugnance et je me suis rendu chez les Gardner. Nulle fumée ne montait de la grande cheminée.
Mais pendant un instant, j'ai redouté le pire. La ferme avait un aspect effrayant. Les feuilles et des herbes grisâtres couvraient le sol. Les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre avec une méchanceté qui se manifestait dans une modification subite de l'inclinaison de leurs branches. Naoum vivait encore? Ah oui, monsieur. Et dans un sale état. Il était étendu sur un petit lit dans la cuisine. Dans la pièce régnait un froid glacial. Il semblait très affaibli, mais parfaitement conscient, et capable de donner à Zénas des ordres simples. Que s'était-il passé? Je crois que la corde avait fini par se rompre. Naoum n'éprouverait plus désormais aucun chagrin. Ses propos devenaient incohérents. Merwin, dans le puits. Il vit dans le puits. Et ta femme? Nabi. Ben voyons. Elle est ici. J'ai laissé Naoum marmotter des paroles incohérentes, j'ai pris les clés accrochées à un clou près de la porte, et j'ai gravi l'escalier qui menait à la mansarde. Une odeur infecte régnait dans le couloir, où l'on n'entendait aucun bruit. Une seule des 4 portes était fermée. Je l'ai ouverte. Il faisait très sombre dans la pièce, car la fenêtre était petite et à demi obturée par des barreaux de bois, de sorte qu'on ne distinguait rien sur le plancher. Et une puanteur intolérable emplissait la chambre. Alors, j'ai aperçu une forme noire dans un coin. Lorsque je l'ai discerné plus clairement, je me suis mis à hurler. Vous allez bien? Amy? Oui. J'ai été paralysé par l'horrifiant spectacle que je contemplais. La chose monstrueuse qui se trouvait devant moi. Madame Gardner avait certainement subi le sort épouvantable du bétail. Mais le plus affreux, c'est que cette abomination bougeait tout en continuant à s'effriter sur le plancher. Amy. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, j'ai franchi la porte et j'ai enfermé le secret maudit. Il me fallait à présent m'occuper de Naoum, le conduire en un lieu où l'on pourrait le soigner. Au moment où j'ai commencé à descendre l'escalier sombre, j'ai entendu un bruit sourd et un cri étouffé en dessous de moi. Je me suis arrêté sous l'effet d'une crainte vague et j'ai perçu d'autres sons au bas de l'escalier. On traînait un objet pesant sur le sol. Par ailleurs, il y avait un bruit diabolique, ignoble, visqueux. Le bruit d'une succion immonde. Le moindre détail de la scène est gravé profondément dans mon cerveau. Les bruits, l'atroce sensation d'attente, les ténèbres, l'escalier, et surtout Panthélie. La faible luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, lattes, poudres. Et à ce moment a retenti le hennissement frénétique de mon cheval, suivi par le fracas d'un galop furieux. Il s'enfuyait. Mais ce n'était pas tout. Il y a eu un autre bruit au dehors, une espèce d'éclaboussement provenant du puits. J'ai alors perçu distinctement un léger bruit de reptation sur le plancher. J'ai resserré mon étreinte sur un lourd bâton que j'avais ramassé dans la mansarde. Et rassemblant tout mon courage, j'ai achevé de descendre l'escalier pour me diriger vers la cuisine. Mais j'ai pas eu à y pénétrer. Quelque chose était venu à ma rencontre. Quelle chose? Qu'avez-vous vu? Et je ne saurais dire. L'affaissement, la
La coloration grisâtre et la désintégration paraissaient extrêmement avancées. La chair horriblement friable se détachait en fragments desséchés. Il y avait l'immonde parodie de ce qui avait été le visage humain de Nahum. C'est rien. Rien que de la couleur. Ça brûle. Froide et humide qu'elle est, mais ça brûle. Elle vivait dans le puits. Je l'ai bien vu. Une espèce de fumée. Toute pareille que les fleurs au printemps. Le puits, il brillait la nuit. Tad, Merwin, Zénas, tout ce qui est vivant. Elle suce la vie. Cette pierre, tout qu'elle a empoisonné, tout pareil que les plantes et les fleurs. Elle vous attaque le cerveau. Et après, ça vous prend tout entier. Ça vous brûle. Dans l'eau du puits. Pour ça, t'avais raison. C'est de l'eau qui est mauvaise. Merwin, il est jamais revenu du puits. Tu peux pas t'en aller. Elle t'attire. Tu sais qu'il va arriver quelque chose. Mais tu peux pas bouger. Nabi, où c'est qu'elle est, Amy? J'ai plus ma tête à moi. Je sais plus quand c'est que je lui ai donné son manger. Cette couleur va la tuer. Elle aussi. C'est rien que de la couleur. Fais attention, Amy. Elle a encore pas fini son travail. Elle suce la vie. C'était fini. La chose qui venait de parler n'a plus rien dit d'autre, car elle s'est complètement affaissée. J'ai jeté une nappe à carreaux rouges sur les débris informes et je suis sorti en chancelant. Zénas n'était plus là. J'ai alors jeté un dernier coup d'œil au puits et je me suis immédiatement mis en route pour Arkham. J'ai informé les autorités que la famille Gardner n'existait plus. Oh, je me suis contenté de déclarer que Nahum et Nabi avaient succombé, semblait-il, au même mal inconnu qui avait tué le bétail et Tadeusz. Et j'ai ajouté que Merwin et Zénas avaient disparu sans laisser de traces. On vous a interrogé? Oui. Un interrogatoire interminable au commissariat de police. On m'a contraint de conduire 2 inspecteurs et un médecin légiste à la ferme de Nahum. Je peux vous dire, monsieur, que quand nous sommes arrivés, ces gens, malgré leur habitude des spectacles macabres, ils ont été tous bouleversés par ce qu'ils ont trouvé dans la mansarde et sous la nappe à carreaux rouges. Les 2 tas de chair qui tombaient en poussière dépassaient pour eux les limites de l'horreur. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu de corps dans un tel état. Je vais faire des prélèvements pour le laboratoire. On a 2 corps dans la maison, un 3e enterré. Où sont les 2 derniers? Je l'ignore, inspecteur. On va devoir chercher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai évoqué le puits. L'un des policiers semblait intéressé. Qu'est-ce qu'il a, ce puits? C'est pas impossible qu'on y trouve les corps de Merwin et de Zénas. C'est ce qu'on va voir. J'allais faire quoi? On va le vider. C'est ce qu'ils firent? Ah oui, monsieur. Ils se sont mis à hisser des seaux d'eau nauséabondes qu'ils ont répandus sur le sol en reniflant d'un air dégoûté. Vers la fin, ils ont même dû se boucher le nez tellement la puanteur était forte. Heureusement que le niveau d'eau n'est pas trop important. Vous voyez quelque chose? C'est pas clair, mais il y a des ossements.
Des crânes humains et des animaux. Un chien sans doute et d'autres que je ne reconnais pas. La vase du fond semble très poreuse et pleine de bulles. Passez-moi une perche que je sonde. Il a sondé le puits sans trouver le fond. Comme s'il y avait des mètres et des mètres de vase. Quand il a été évident qu'on n'apprendrait rien de plus, on a regagné le salon de la ferme. Vous en pensez quoi? C'est vraiment déconcertant. Tout à fait. Je ne vois pas le lien entre les morts dans la maison et les cadavres dans le puits. Sans compter l'état étrange de la végétation. Et tout ce qu'on raconte dans le pays. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, je vous dis. Bien sûr que toute chose a une explication. Commençons par l'origine de tout ça. Le météorite qui a empoisonné le sol. Ça n'explique pas les maladies sur les animaux qui n'ont mangé aucune des plantes poussant sur ce sol. C'est l'eau du puits, alors. Il faudrait faire des analyses. Comment vous expliquez les deux garçons qui se sont jetés dans ce puits? Et pourquoi trouve-t-on partout cette couleur et cette désintégration? Regardez. Quoi? La lueur. Il y a une lueur qui sort du puits. Vous avez raison. C'est une lueur d'une étrange couleur qui monte vers le ciel. C'est la couleur qu'il y avait sur le météorite. C'est la couleur de la végétation du printemps. Naoum savait. Il disait que ça venait d'un endroit où les choses sont pas pareilles qu'ici. Quelque chose leur fait peur. Il faut y aller. N'allez pas là-bas. Tout ça, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Naoum m'a dit qu'il y a une chose dans le puits qui suce la vie. Une chose qui vient de très loin dans le ciel. Comme le météorite. De la façon qu'elle est faite et de la façon qu'elle tue. C'est sûr qu'elle n'appartient pas à notre monde créé par notre Seigneur. La lumière devient plus forte. Et les chevaux paniquent. Les arbres bougent. Vous voyez comme les arbres bougent? Comme s'ils frissonnaient. Et pourtant, il n'y a pas de vent. Éteignez les lanternes. Regardez. Les arbres commencent à briller. La couleur, c'est la même couleur. La lumière du puits est de plus en plus dense. Amy, expliquez-nous. Je ne sais pas, je ne sais plus, c'est peut-être la fin du monde. La lumière monte de plus en plus haut vers le ciel. Deux chevaux s'enfuient. Ceux qui tiraient la charrette, il reste que le mien. La grange se met à briller elle aussi. Ça s'étend sur tout ce qu'il y a d'organique dans les parages. J'ai peut-être réveillé quelque chose en sondant le fond du puits. Pourtant, il n'y avait pas de fond. Uniquement de la vase et des bulles. Ça vient de cette pierre. Ça a grandi au fond du puits. Ça a tué tout ce qui était vivant. Ça s'est nourri de leur corps et de leur esprit. Tad et Merwin, Zenas et Nabi, et Naoum pour finir. Ils ont tous bu l'eau du puits. Ça vient d'un autre monde où les choses sont pas pareilles que chez nous. Et maintenant, ça repart d'où c'est venu. Mon cheval! Non! Non! Amy, qu'est-il arrivé à votre cheval? Je ne sais pas. Il gisait à terre, baignant dans la lumière. Il faut se barricader. Oui. C'est pas la peine. Regardez. La lumière, elle commence à envahir la pièce. Les lacs de plancher. Il faut quitter la maison au plus vite. La porte de derrière. Elle donne sur un sentier. Je vais la défoncer. Vite! Courez! Fuyez! Alors on s'est mis à courir comme dans un rêve, sans oser regarder. Quand on s'est enfin retourné vers la vallée, on a vu un spectacle terrifiant. La ferme tout entière baignée dans cette hideuse couleur indéfinissable, amorphe. Ce mystérieux arc-en-ciel empoisonné, issu du puits, bouillonnant, clapotant, scintillant, s'étendant sans cesse. Puis brusquement, cette abomination s'est élevée tout droit vers le ciel, comme une fusée ou un météore, sans laisser la moindre trace derrière elle. Et elle a disparu par un trou rond étrangement régulier à travers les nuages, avant qu'un seul d'entre nous n'ait pu pousser un cri. J'ai regardé d'un air hébété la constellation du Cygne, où la couleur inconnue venait de se fondre dans la Voie lactée, lorsqu'un craquement soudain a attiré de nouveau mon attention sur la vallée. La ferme a comme implosé sur elle-même.
Il ne restait plus qu'un amas de ténèbres. Peu après, nous étions assaillis par un vent violent qui semblait se déverser du haut des espaces interplanétaires en sombres rafales. Faut pas rester là. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à voir. Trop épouvanté pour hasarder la moindre théorie, on s'est dirigé vers Arkham, en suivant la route du Nord. Je vous en prie. Accompagnez-moi jusqu'à ma ferme. Je suis incapable de rentrer seul. Ils ont accepté de m'accompagner. Alors, en arrivant au sommet de la colline, je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil sur l'emplacement de la ferme de Nahum. Vous avez vu quelque chose? Oui, monsieur. J'ai vu quelque chose monter faiblement, puis retomber aussitôt à l'endroit du puits. C'était une couleur. Rien de plus. Mais une couleur qui n'appartenait pas à notre monde. Et les inspecteurs et le légiste sont revenus le lendemain matin examiner les ruines de la ferme. Mais ce n'étaient pas des ruines à proprement parler. Il ne restait que les briques de la cheminée, les pierres de la cave, quelques débris minéraux et métalliques, et la margelle de ce puits néfaste. À l'exception de mon cheval mort qu'ils ont enseveli, il n'y avait plus qu'un désert de poussière grise, où plus rien n'a jamais poussé. 30 ans. 30 ans se sont écoulés depuis le cataclysme. Mais je ne suis jamais revenu à cet endroit maudit. Et je peux vous dire, monsieur, que je me réjouis de le voir disparaître sous les eaux du nouveau réservoir. Les rares personnes qui ont osé le contempler malgré les histoires terrifiantes des campagnards l'ont appelé la lande foudroyée. C'est pas la peine de noter ça sur votre plan. J'ai laissé Amy Pierce seule avec ses souvenirs et sa raison défaillante. J'avais compris pourquoi les gens d'Arkham répugnaient à parler de cette histoire et de ce lieu. Le lendemain, je suis rentré à Boston pour donner ma démission. Il m'aurait été impossible de pénétrer de nouveau dans ce fouillis obscur de pentes boisées, d'affronter une deuxième fois cette étendue grisâtre où gît le puits noir à côté d'un amas de pierres et de briques. À présent, le barrage ne tardera plus à être construit. Les bois sombres seront abattus, et la lande foudroyée sommeillera sous les eaux profondes. Les secrets des jours étranges seront ensevelis à jamais. Mais rien ne saura m'amener à boire l'eau du nouveau réservoir d'Arkham. Ne me demandez pas mon opinion, je vous répondrai que je ne sais rien. En effet, je n'ai recueilli que le témoignage d'Amy, car les gens d'Arkham refusent toujours de parler des jours étranges, et le professeur qui a examiné l'aérolithe est mort depuis quelques années. Je crois pouvoir affirmer que la pierre tombée du ciel contenait quelque chose qui s'est nourri de tous les organismes vivants de la lande foudroyée avant de regagner les espaces interplanétaires. Mais il doit y avoir autre chose encore embusquée dans le puits, car la lumière solaire n'a pas une teinte normale au-dessus de la margelle. Une chose infernale doit être enfermée d'une façon ou d'une autre, sans quoi elle se propagerait rapidement. Dieu seul sait de quoi il s'agit. Je n'ai jamais douté de la sincérité d'Amy. Il sait tellement de choses sur cette couleur dont l'influence est insidieuse. Je me demande souvent pourquoi il n'a jamais réussi à partir de chez lui. Et pourquoi il se souvenait aussi bien de certaines paroles de Nahum. Tu peux pas t'en aller. Elle t'attire. Tu sais qu'il va arriver quelque chose. Mais tu peux pas bouger. C'était
La couleur tombée du ciel de Howard Phillips Lovecraft, dans une adaptation de Laurent Martin, avec Jean-Benoît Soule, le narrateur, Pierre Forest, l'habitant, Jean Aucotrel, Amy Pierce, Franck Lorrain, premier inspecteur, Martin Amick, deuxième inspecteur, Philippe Lofredo, Naoum Gardner, Jean-Paul Comard, le légiste, Bernard Alouf, le professeur. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistance technique et montage, Pierre-Henri. Prise de son et mixage, Bernard Laniel. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès.